Nous venons donc de couvrir les 3 niveaux. Passons maintenant aux modèles économiques et aux offres groupées. Très bien. Vous remarquerez tout au long de cette formation que certaines choses sont un peu différentes du livre et c'est fait exprès, car j'aime aborder les sujets différemment selon le support, parce que je peux dire des choses ici que je ne pourrais pas forcément dire dans le livre. Nous allons donc voir la définition, l'histoire de la location de voitures et l'exemple de Jim Launch. Très bien. Un modèle économique, c'est une série d'offres. C'est tout. La raison pour laquelle j'ai dû commencer par les offres avant le modèle économique, c'est qu'une offre est une unité. Un modèle économique enchaîne, organise délibérément une série d'offres pour maximiser le bénéfice brut encaissé dans les 30 premiers jours. Donc je vais tout dire d'un coup. Un modèle économique, c'est une série d'offres. Un bon modèle économique, objectif de ce livre ou de cette formation, est une série d'offres structurées pour minimiser le CAC, coût d'acquisition client, maximiser le bénéfice brut, ce qu'il vous paie, encaissé dans les 30 premiers jours, sa rapidité de paiement. Je vais vous raconter une histoire. Donc moi, nous avons tous déjà vu un modèle économique en action. Certains d'entre vous ne savaient pas que cela vous arrivait. Je me souviens d'un exemple fou, une fois où j'allais au Colorado pour une raison quelconque. Je suis allé au Colorado, je fais la queue, je suis sur mon téléphone quelques minutes. Ils m'appellent au comptoir de location de voitures. Et la dame me dit « Bonjour, vous voyez, très enjouée !» Je me souviens juste qu'elle était très enjouée, de toute façon. Elle m'a posé plusieurs questions pendant qu'elle faisait la procédure de location de voiture. Alors elle me dit « Bonjour monsieur. Puis-je avoir votre pièce d'identité pour retrouver votre réservation ?» Je cherche mon téléphone. Je dis « Oui, tenez. » Elle tend la main. J'attendais quelques minutes. Je voulais monter dans ma voiture. Je donne ma carte d'identité. Cool. Alors là, je suis à ce comptoir. Vous pouvez voir que je suis un peu penché. Et donc, il ne semble pas que nous ayons la voiture que vous avez réservée. Ça te va d'avoir un Tundra? C'est rouge. Et donc, j'étais comme « Ouais, bien sûr, c'est très bien. Peu importe. » Et ainsi. Je ne fais pas vraiment attention. Et puis elle dit « OK, jeté pour 3 jours. Souhaitez-vous un retour tardif? Vous n'avez pas à vous soucier des frais de retard ou du délai de remise si vous êtes pressé d'arriver à votre vol. » Alors elle a demandé à sa tête, en quelque sorte, avec sa tête penchée. Et j'étais comme « Ouais, je suppose que c'est bien. La flexibilité est une bonne chose. » Et donc elle a dit « OK, super. Alors donnez-moi une seconde, je mets ça dedans. Souhaitez-vous mettre à niveau votre assurance pour couvrir les chocs et rayures sur la voiture? Elle couvre tous les dommages survenant dans le véhicule pendant votre séjour. Non, ça va, je n'ai pas prévu de faire de course de dragster. Droite, c'est ha ha ha. Et elle dit, OK, alors juste l'assurance minimale. Et j'ai dit, oui, ça me va. J'ai levé les yeux. Je passe ça. Je suis allé à la voiture et elle a dit, d'accord, j'aurai vos clés prêtes dans une seconde. Voulez-vous prépayer votre carburant? Comme ça, vous n'avez pas à vous soucier de faire le plein. Vous pouvez simplement la rendre vide. Nous faisons le plein à 3,75 € le gallon. Et j'ai demandé, quel est le prix de l'essence? Et elle a répondu 3,50 $ et j'ai dit 25 cents différence par gallon. Oui, d'accord. Ça se tient. Ça marche. Donc j'ai dit, donc 2,50 $ de plus. Ça me paraît raisonnable, pas grand-chose, je n'ai pas à m'en soucier. Alors, banco, inscrivez-moi. Je vais prépayer l'essence. Et donc elle me dit, très bien, voici votre pièce d'identité. Pouvez-vous signer ici pour moi? Parfait. Voici votre reçu au dos. J'ai entouré la place de parking. Tournez au coin et passez devant le panneau des toilettes. Passez les 3 premières colonnes et vous verrez la place J sur votre gauche. Votre Tundra sera à mi-chemin. Bon voyage. D'accord. Et donc, attention, n'est-ce pas? Je prends mon truc, je m'en vais, non? Et je regarde mon reçu et je viens de payer 400 $ pour une location de 3 jours alors que j'avais réservé en ligne pour 19 $ par jour. Et je me suis dit que je passais de 19 $ par jour à 400 $. Que venait-il de se passer? Un modèle monétaire bien conçu. Et je me suis souvenu de ce moment et je me suis dit, il faut que j'écrive ça. C'est l'exemple parfait de la création d'un modèle monétaire. Une série d'offres structurées pour monétiser. Le client est fournir autant de valeur que possible. Donc si on réfléchit aux upsells, elle a d'abord surclassé ma voiture d'une Toyota Yaris à une Toyota Tundra, disant que ma réservation n'était pas là. Dans ma vie, je n'ai jamais eu la voiture réservée disponible. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà ressenti ça, j'ai l'impression de n'avoir jamais eu la voiture demandée sur place. C'est donc la blague classique de Seinfeld. Il dit « Oh non, je pense que vous savez prendre la réservation, mais vous ne savez pas la garder. » Et c'est la partie principale de la réservation, non? Et donc, rien qu'avec ça, je suis passé de 19 $ par jour à 69 $ par jour, n'est-ce pas? Maintenant, elle a résolu mon problème de grand gars dans une petite voiture en me faisant cette proposition. Est-ce qu'ils avaient probablement un autre véhicule du type Yaris? Probablement. Elle a simplement fait la proposition et j'ai accepté. La deuxième chose qu'elle a faite, c'est le départ tardif. Donc, cela ajouterait une demi-journée ou des frais uniques à ma réservation. Maintenant, mince, je ne me souviens comment profiter de l'offre. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ont inventé ces frais dès le départ.
L'idée du départ tardif n'existe que parce qu'ils ont décidé que si vous partez après l'heure qu'ils ont fixée arbitrairement, c'est considéré comme tardif. Mon point, c'est que j'explique les politiques, mais un créateur du jeu a établi les règles. Ils ont créé ces frais. Réfléchissez-y. Si vous lancez une entreprise de location de voitures, vous ne dites pas immédiatement « si quelqu'un revient une heure plus tard, je lui facture des frais ». On ne pense pas comme ça. On le pense maintenant parce que c'est comme ça que ça a toujours été, mais ce n'a pas toujours été le cas. Un gars a eu l'idée, toutes les autres compagnies de location de voitures ont commencé à faire pareil. La suivante, l'option d'assurance supplémentaire. J'ai pris une assurance. Je ne m'en étais même pas rendu compte et j'ai utilisé cette méthode pour tout après ce moment-là. Et donc, elle m'a demandé, voulez-vous améliorer votre assurance? Maintenant, ce qui est sous-entendu dans la formulation, c'est que j'ai déjà une assurance puisqu'elle dit, voulez-vous améliorer votre assurance? Et donc, certains clients acceptent la mise à niveau, ce qui est très bien. Mais la vraie vente, c'est le forfait minimum. Elle a alors dit, oh, vous voulez juste le minimum, alors? Vous ne voulez rien d'autre, n'est-ce pas? Ce sont des ventes implicites. Voulez-vous autre chose en plus de ce que je viens de mentionner? L'offre minimum, ce qui veut dire que vous devez la prendre parce que c'est le minimum. Mais en réalité, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. D'ailleurs, beaucoup de cartes de crédit incluent une assurance pour la location de voiture. Si vous avez une Amex par exemple et que vous voyagez avec Amex, ils couvrent l'assurance pour la location de voiture. Et donc, c'est du pur bénéfice pour eux, d'accord? Petit conseil pour vous. Mais le truc, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que c'est un exemple magistral de dénomination. Donc, si vous avez plusieurs offres, vous pouvez proposer en downsell votre offre minimale, en sachant que 90% des gens pourraient la choisir simplement parce que vous l'avez appelée l'offre minimale. Au lieu de dire « Eh, c'est mon offre pourrie », réfléchissez à la différence entre minimale et offre économique, n'est-ce pas? Minimale, c'est comme « Bon, d'accord, je dois la prendre », non? C'est assez intéressant. Bien, la prochaine, c'est l'essence prépayée. C'était sournois la façon dont elle est présentée. Pour être clair, vous voulez vous assurer que le client comprend les choses. Celle-ci en particulier, j'ai fait le calcul, 25 centimes de plus par gallon. C'est une bonne affaire. En fait, la façon dont ça marche, c'est que vous prépayez tout le plein. Vous achetez un plein d'essence et je crois que le Tundra avait, je ne sais plus, 25 gallons dans le réservoir. Donc au final, j'ai payé 93 $ d'avance pour un plein d'essence. Donc, quoi que je fasse, ce que je n'utilise pas est un bénéfice pour eux. Si je n'utilise qu'un demi-plein, non seulement j'ai payé 25 centimes de plus par gallon, mais le demi-plein non utilisé est un bonus, un bénéfice supplémentaire. L'avantage, c'est que quand vous le rendez, vous n'avez pas besoin de refaire le plein. Réfléchissez à ça. Ils créent des frais pour éviter des frais. Si j'ai une société de location de voitures, je pourrais dire « Rendez la voiture avec l'essence qu'il vous reste ». Et je refais le plein, et ça pourrait simplement être inclus dans mon tarif. Mais à la place où je pourrais simplement dire « On refait le plein à ce tarif-là ». Tout ce que vous ne remplissez pas, nous le remplirons et nous débiterons votre carte après. Ce serait une façon simple de faire. Mais à la place, ils disent « Nous allons vous faire payer plus cher. Nous vous facturons 5 $ le gallon ou 10 $ le gallon si vous rendez la voiture avec moins que le plein. » Si vous rendez la voiture avec moins que le plein, mais que vous avez prépayé tout le réservoir, alors vous avez quand même acheté tout le réservoir pour éviter de payer la pénalité, et ils vont quand même refaire le plein de la voiture. Encore une fois, je dis ça pour que vous puissiez comprendre le raisonnement qui a mené à la structuration de ce processus de vente. Il y a une raison pour laquelle ces gars-là font vraiment des milliards de ventes par mois. Et pour ceux d'entre vous qui se disent « l'industrie de la location de voitures n'existerait pas », en réalité, ils fonctionnent avec des marges très faibles. Ce n'est pas comme s'ils se faisaient des fortunes. Il y a des gens qui accidentent les voitures. Il y a d'autres coûts liés à la location d'une voiture. Vous ne pouvez pas fuir le capitalisme. Si vous voulez être entrepreneur, vous devez faire du profit pour développer votre entreprise et aider des gens. Et s'ils ne réalisaient pas ce bénéfice, ce serait un énorme inconvénient pour nous. Alors, Uber est arrivé plus tard, bien plus tard, ce qui peut aider un peu, mais avoir une société de location de voitures sur place reste appréciable. Bon, enfin, il y a les dommages. C'est une vente additionnelle implicite. Si vous rayez la voiture, vous devez payer. D'accord, et puis le retour en retard, ils ont inventé la règle et nous avons dû payer. D'accord, donc voici toutes les offres qu'ils m'ont proposées lors de cette seule conversation. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont peur de faire une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième offre, ai-je eu l'air agacé? Pas vraiment. Et aussi, quel est le prix que je dois payer en tant que chef d'entreprise? Qu'est-ce que j'obtiens? Si le coût, c'est qu'un client sur 20 s'énerve, qu'une personne sur 20 est tout simplement folle. Point final. Si vous traitez avec la population générale, pour les chefs d'entreprise qui le font, je viens de la population générale, donc je comprends. Il y a des gens fous.
Vous ne voulez pas vous priver de faire des offres à 19 personnes saines d'esprit sur 20 à cause d'une personne folle. Le coût serait peut-être que vous n'ayez pas d'entreprise, ou que vous ne fassiez pas de bénéfices, ou qu'une personne sur 20 se plaigne. Pour moi, l'échange est clair et je vais quand même le faire. Mon objectif est que, d'ici la fin de ce livre et de cette formation, vous repartiez avec un regard affûté pour repérer les modèles économiques et que vous compreniez ce qui les fait fonctionner. Et étudier les plus grandes marques du monde deviendra une source d'apprentissage inépuisable. Regardez leurs modèles économiques. Si quelqu'un est présent depuis 30 ans dans la même industrie, c'est qu'il a trouvé la solution. Observez. Vous pouvez appliquer des éléments de la location de voitures à l'assurance ou des idées d'un domaine à un autre, comme le blanchiment des dents. Vous prenez ceci d'un domaine et vous l'appliquez à la plomberie. En réalité, tous ces modèles relèvent davantage de la psychologie, dans la façon dont ils fonctionnent et persuadent, que d'un secteur d'activité spécifique. Voilà donc mon histoire de location de voitures. Donc, le lancement de Jim, de 1000 $ sur mon compte à 17 millions de bénéfices en 20 mois. Décembre 2016, 1000 $ sur mon compte. 20 mois plus tard, 17 millions de bénéfices. La seule façon d'y arriver, c'est d'avoir un modèle économique. Et ça n'a pu croître aussi vite que grâce à notre acquisition client complètement folle via le financement. Alors rappelez-vous que le niveau 2 était... Pardon, le niveau 3. Il devrait être écrit niveau 3. C'est 2 fois le CAC, n'est-ce pas? Il devrait être écrit niveau 3, d'accord. Voilà donc nos mesures réelles. Les gens ne partagent pas. Mesures réelles. Le bénéfice de notre jeune de 30 ans fut de 6 000 $. Notre CAC était de 500. Notre bénéfice brut sur 12 mois était de 48 000 $. CAC 48 000 $. CAC. Donc, si j'ai un investissement à vous proposer et que vous me payez 500 $ et que je vous rends 48 000 $ à la fin de l'année, est-ce un bon investissement? Maintenant, et si je vous disais que vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez? Vous mettriez autant d'argent que possible dans cette machine. Maintenant, la vraie question est, quel est votre budget? Si je vous disais, j'ai ce distributeur automatique, mettez 500 $ et il en ressort 48 000, fixeriez-vous un budget? Diriez-vous, je ne dépense que 5 000 $ par mois pour ça? Bien sûr que non. C'est pourquoi l'idée d'un budget marketing est ridicule. Si vous concevez un modèle financier, vous pouvez dépasser le budget. Et alors, le budget n'a plus d'importance. L'objectif est de dépenser autant que possible tout en respectant les KPI, les indicateurs clés de performance. Très bien. Et donc, notre ratio GP sur CAC sur 30 jours était de 12 pour 1. Donc, en un mois, si je dépensais 500 $, je récupérais 6 000 $ dès le premier mois. Donc, je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent. L'empilement d'offres réelles pour Jim Launch. Nous avions un livre gratuit comme Aimant à Prospect, un podcast, c'était le front-end. Nous avons fait entrer les gens dans notre univers pour qu'ils voient ce que nous proposions. Notre deuxième offre était un appel stratégique gratuit pour appliquer ce qu'ils avaient appris à leur entreprise. On disait « Laissez votre carte chez vous. Nous voulons vous aider. Si c'est un bon fit, on vous invitera à un autre appel. Pas de pression. Laissez votre carte. Ne vous en faites pas. » Ensuite, on faisait le deuxième appel et là, on proposait l'offre à 16 000 $ qui était le 16 000 Fill Your Gym Intensive. C'était notre offre premium avec des conditions de paiement attractives. Ils pouvaient verser 1 000 $ d'acompte, puis payer 1 000 $ par semaine. Et à ce jour, personne d'autre ne l'a fait. Et la raison pour laquelle on pouvait le faire, c'est parce qu'on l'a réalisé. La plupart des salles de sport ne pouvaient pas se permettre les 16 000 $, mais on pouvait leur faire gagner plus dès le premier mois et elles pouvaient payer. Je voulais juste que le plus de gens possible disent oui, car je savais qu'on pouvait tout déchirer pour eux. La troisième offre était la formation sur les secrets de la vente de compléments alimentaires. C'était gratuit. D'accord. C'était ça qui était cool avec cette offre. Donc c'était gratuit. Tout ce qu'on avait à faire, c'était de les amener à acheter des produits. On leur donnait la formation gratuitement. Et ensuite, on les amenait à vendre les produits. Quand je dis les amener à, c'est qu'on leur expliquait comment ils pouvaient gagner plus d'argent en vendant ces produits et pourquoi ils étaient conçus pour les salles de sport. J'avais une protection des prix qu'aucune autre entreprise n'offrait. Ils pouvaient utiliser des liens d'accès privilégiés pour leurs clients, ce qui faisait qu'ils passaient pour les gentils. Un des trucs que je détestais chez les autres marques, c'était que je vendais à un certain prix. J'obtenais le client pour eux, il allait chez eux. Je détestais ça. Propriétaire de salle de sport, je paye ce coût. Je transfère vers une autre marque. Ça fait mal. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on va afficher ce prix en ligne. Vous pouvez proposer ce prix en magasin. De cette façon, les gens continueront à acheter chez vous. Donc j'ai créé cet avantage. L'économie a fonctionné pour nous en coulisses. La société de compléments a généré 1,7 million par mois dès le premier mois, car nous avons résolu le problème des salles de sport. Nous gérions le stock, permettions les abonnements via livraison, résolvant les problèmes des propriétaires de salles de sport. J'ai créé une entreprise qui réglerait ça. La quatrième chose, nous avons proposé un appel de retour gratuit. Cela revenait à dire « Vous êtes à mi-chemin de vos 8 semaines ». Parlons, vous savez d'où vous en êtes. Combien d'argent avez-vous gagné? Donc ce que nous avons fait, une offre gratuite avec engagement. Quelque chose dont nous parlerons dans la quatrième partie de cette formation, à savoir les offres de continuité. Ce que nous dirions, c'est
Et tu as 16 semaines, tu es à 8 semaines, dis oui maintenant et je te donnerai tout ce que tu vas recevoir au cours des 3 prochaines années si tu dis oui aujourd'hui. Et tu continueras à payer ce que tu paies déjà. Donc tu vas recevoir plus sans rien payer. Et à la fin des 6 semaines ou à la fin des 8 semaines, les 8, 16 au total, 8. À la fin des 8 semaines, cela basculera vers une facturation moins chère pour une période plus longue. Et donc, il payait actuellement 1 000 $ par semaine. Il disait oui, obtenez plus de valeur, ne payez pas plus et continuez. Et à la fin, cela tomberait à un tarif inférieur. Et tout l'objectif de ce bonus était de les amener à accepter la continuité par la suite, spécifiquement un niveau de continuité plus élevé. Parce qu'on avait une sorte de continuité intégrée qui était super bon marché. C'était, je crois, 500 $ par mois. Mais nous voulions qu'ils atteignent le niveau à 3200 $ par mois que proposait l'upsell. C'est comme ça qu'on a réussi à convaincre beaucoup de gens. Et pour être honnête, on a procédé pendant des années. Non, ce n'est pas compliqué. La simplicité permet de passer à l'échelle. Vous voulez le moins d'offres possible pour générer le plus de bénéfices bruts en un minimum de temps. Très bien. Comprendre comment faire cela peut transformer votre entreprise à jamais. Voilà donc fondamentalement des exemples de modèles économiques et ce qu'est un modèle économique. Super. Boum. Nous parlons maintenant des 4 types d'offres qui créent des modèles monétaires pour commencer.